Donc, nous reprenons avec cette troisième conséquence, non seulement de la présence contemporaine des archives littéraires et de leur absence pour le XVIe, XVIIe siècle, qui peut créer l'obsession pour l'archive dans des disciplines qui ne travaillent qu'avec des imprimés, et l'obsession pour le manuscrit, et d'autre part qui, comme je le disais, peut inciter, même si les sources sont différentes, à produire les mêmes effets de division des œuvres ou de définition des corpus ou d'assignation à un nom propre dans leur mobilité, comme on peut le faire lorsque on dispose de ces archives du contemporain. Alors, la troisième grande conséquence, me semble-t-il, c'est le fait que les notions que j'ai conceptuellement associées, singularité de l'auteur, originalité de l'œuvre, vont, lorsqu'elles s'appuient sur des traces laissées par cette singularité, créer ce paradigme qui a dominé les études littéraires, y compris dans les manuels de l'enseignement, l'homme et l'œuvre, c'est-à-dire la mise en rapport de la vie de l'écrivain avec l'œuvre de l'auteur. Et là encore, évidemment, la distinction analytique opérée par Foucault était tout à fait fondamentale, puisque ce n'est pas parce qu'il y a écriture qu'il y a auteur, et que cette désignation est soumise à des variations historiques, alors même que l'idée que tout texte a été écrit par quelqu'un, lui, pourrait être considéré comme un invariant anthropologique, et que cette relation si puissante, et il est clair qu'elle se met en place à l'intérieur de cette nouvelle définition de ce qu'est l'écriture intellectuelle ou l'écriture littéraire, esthétique, au milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'on voit que l'idée de la création originale l'emporte sur la pratique d'écriture qui considérait que les histoires appartenaient à tout le monde, que les lieux communs étaient le plus sublime du discours, donc ce qui pouvait être approprié par chacun, ou que l'écriture en collaboration, j'y reviendrai à la fin, était tout à fait demandée à la fois pour des genres comme le théâtre ou parfois par les patrons, les protecteurs eux-mêmes. Et vous vous souvenez des textes, en particulier celui de Diderot, c'est-à-dire le moment où le concept d'originalité devient absolument fondamental, renvoie à l'idée que l'œuvre exprime le plus intime et le plus individuel de l'écrivain, et que du coup elle peut être référée à ses expériences. Et c'est là qu'un nouveau modèle pour penser que la production intellectuelle ou littéraire se met en place, c'est ce modèle dont Foucault montre que même si on le désire, on ne peut se déprendre. Et de là, c'est ce modèle d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse esthétique, la mise en œuvre de cette distinction, c'est-à-dire la distinction entre l'individu singulier, le moi personnel, et de l'autre côté le nom propre, la construction par le discours ou par l'institution du nom propre, que Borges a génialement mis en scène dans ce texte qu'il considère comme l'une des deux textes les plus importants, avec son poème Everless, qui était Borges et moi, c'est-à-dire ce Borges et Yo, ce texte dans lequel il joue avec grande puissance et avec une dimension plus profonde, évidemment, que la pure distinction analytique de Foucault, avec cette différence. On peut prendre le texte dans son début. C'est à l'autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires. Je m'attarde peut-être machinalement pour regarder la voûte d'un vestibule et la grille d'un patio. J'ai des nouvelles de Borges par la poste et je vois son nom proposé pour une chaire ou dans un dictionnaire biographique. Donc la dissociation est placée au point de départ. Ce texte écrit par le je, qui a sa propre expérience, existence,
Et en même temps, ce texte écrit par le jeu est confronté à un nom propre qui lui est envoyé, imposé par l'institution. D'un côté, l'université, d'autre part, la littérature dans sa forme canonique, un dictionnaire biographique, ou bien le public. J'ai des nouvelles de Borges par la poste, c'est-à-dire on s'adresse à lui. Et donc, du coup, on a cette distinction analytique entre l'écrivain et l'auteur, pour simplifier, ou l'écrivain et l'auteur, ça serait peut-être meilleur, et ici qui est transformé en un point de départ d'une fiction où la relation entre ce moi intime, qui est celui de l'expérience individuelle, et d'autre part la construction par l'extérieur, le public, l'institution, la littérature, du nom d'auteur, cette relation va être pensée dans des termes d'une très grande complexité qui déborde la distinction analytique, puisque d'un côté, le moi intime n'existe publiquement que parce que l'auteur est, et inversement, cette fonction auteur à la Foucault dévore le moi intime, toujours le rattrape et finalement l'emprisonne. Et c'est cette relation dialectique que Borges met au centre de ce texte. J'aime le je, le yo, j'aime les sabliers, les planisphères, la typographie du XVIIIe siècle, les étymologies, le goût du café et la prose de Stevenson. L'autre, Borges, partage ses préférences, mais non sans une certaine complaisance qui les transfigure en attributs d'acteurs. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que, consciemment ou non, en jouant avec le terme acteur dans le texte, Borges pouvait à la fois viser une longue histoire de l'étymologie du terme auteur fondé sur celui d'acteur, ce qui serait une manière de montrer que pendant longtemps, dans le latin médiéval, actores étaient désignés les commentateurs des œuvres qui étaient celles des auctores, c'est-à-dire des auteurs de la tradition classique ou de la tradition chrétienne, qui étaient auctores parce qu'ils avaient une auctoritates, une autorité. Et donc il y avait une distinction entre l'acteur qui commente l'auctor. Cette distinction va tendre à se réduire, en particulier lorsque dans les langues vernaculaires, auteur va apparaître. Mais évidemment, il peut y avoir ici quelque chose de ce jeu de l'étymologie. Et il peut y avoir aussi quelque chose d'autre, qui est que la représentation de soi telle qu'elle a été imposée ou pratiquée par des écrivains du XVIIIe siècle qui deviennent des figures publiques. On peut penser à Rousseau, par exemple. Et donc, du coup, cette théâtralisation de la fonction, de l'identité d'auteur est à la fois imposée est d'abord imposée sur le jeu. Et il y a là l'idée que Borges, le nom propre, partage les mêmes goûts, mais en leur donnant cette forme théâtrale qui est exigée par le rôle de l'auteur dans les sociétés contemporaines. Il serait exagéré de prétendre qu'il y a de l'hostilité dans nos relations. Je vis et je me laisse vivre pour que Borges puisse ourdir sa littérature, et cette littérature me justifie. Et on voit là le mouvement, c'est-à-dire qu'évidemment, sans le moi intime, il n'y a pas de nom propre, mais en même temps, ce nom propre est ce qui justifie l'existence de ce moi. Je confesse bien volontiers qu'il a réussi quelques pages de valeur, mais ces pages ne sauraient me sauver, sans doute parce que ce qui est bon n'appartient à personne, pas même à lui, l'autre, mais au langage et à la tradition. Au demeurant, je suis condamné à disparaître définitivement et seul quelques instants de moi pourra survivre dans l'autre. C'est-à-dire ici, le déplacement sur un registre ontologique, c'est-à-dire que non seulement l'auteur non propre justifie, personnage public, acteur de lui-même, justifie l'existence de ce moi qui lui donne support, mais en même temps, il peut lui assurer ce que le moi mortel ne peut assurer, c'est-à-dire cette
survivance, cette pérennité. Il y aura en quelque sorte le déplacement sur cette dualité entre le moi mortel et l'auteur immortel de la théorie des deux corps du roi à la Kantorowicz. Le roi qui meurt comme être singulier, mais qui ne meurt jamais comme dignité royale. Le corps politique étant immortel alors que le corps humain est vulnérable, souffrant et voué à la disparition. Et donc il y a quelque chose là de très profond derrière cette idée de la survivance qui est assurée par le nom propre, par l'auteur, à ce moi individuel. Au demeurant, donc, je suis condamné à disparaître définitivement et seuls quelques instants de moi pourra survivre dans l'autre, c'est-à-dire ces instants de la création, de l'écriture de ces textes qu'on a évoqués tout à l'heure, dans l'urgence et dans l'émiettement. Peu à peu, je lui cède tout, bien que je me rende compte que de sa manie perverse de tout falsifier et magnifier. Spinoza comprit que toute chose veut persévérer dans son être. La pierre éternellement veut être pierre, et le tigre un tigre. Mais moi, je dois persévérer en Borges, non en moi, pour autant que je sois quelqu'un. Toutefois, je me reconnais moins dans ces livres qu'en beaucoup d'autres, ou que dans le raclement laborieux d'une guitare. Et ici, l'idée même de la survivance d'un être individuel par le nom propre de l'auteur prend une dimension plus métaphysique encore, puisqu'il y a cette parenthèse pour autant que je sois quelqu'un, dans l'espagnol, si es que alguien soy, c'est-à-dire finalement le doute même de cette existence de l'individu singulier et qui trouve finalement dans le nom propre, dans le nom d'auteur, dans Borges, la seule garantie sûre de son existence, mais une existence qui lui est donnée de l'extérieur, par l'institution, par le public, alors que le doute profond sur le moi intime existe. Il y a des années, j'ai essayé de me libérer de lui, comme si l'individu singulier voulait se déprendre de cette ambivalente existence dans le nom propre. Elle est ambivalente puisque, d'un côté, elle assure non seulement peut-être survivance, mais même être, mais de l'autre côté, elle est un emprisonnement, elle est une dévoration, elle est une perversion des désirs, des souhaits, des pratiques, des goûts de l'individu. Il y a des années, j'ai essayé de me libérer de lui et je suis passé des mythologies de banlieue au jeu avec le temps et avec l'infini. Mais maintenant, ces jeux appartiennent à Borges et il faudra que j'imagine autre chose. C'est une allusion très ironique sur le fait qu'une fois qu'un auteur est construit, on lui attribue un genre, un style, une manière, et qu'une des voies d'essayer de s'en libérer, c'est de changer de registre. Mais de ce registre qui était de passer des premiers livres de Borges sur les afueras, les banlieues de Buenos Aires, à ces réflexions plus métaphysiques sur le temps et l'infini, finalement, sont vouées à l'échec puisqu'elles sont récupérées par le nom propre, par la fonction auteur, et de nouveau le même emprisonnement est répété. Ainsi, ma vie est une fuite où je perds tout et où tout va à l'oubli ou à l'autre. Je ne sais lequel des deux écrit cette page. Même ce mouvement de révolte du moi contre le Borges est indécis, puisque qui a écrit la page? Ce moi rébellé, enfin qui est en rébellion contre le nom propre, ou bien finalement une partie de l'œuvre, un texte qui va s'ajouter aux autres dans le corpus assigné au nom d'auteur. On a donc là une distinction dont vous voyez, elle peut être maniée purement analytiquement, comme dans le cas de Foucault, elle peut être maniée à la fois esthétiquement et métaphysiquement, ontologiquement, dans le cas de cette formidable fiction de Borges, mais qui a des conséquences évidemment très puissantes sur la manière de penser les œuvres et de les éditer, puisque à partir du moment où on considère à la Diderot, que l'œuvre est le résultat des travaux et des jours, des expériences et des labeurs et des souffrances de l'individu, ce qui devient tout à fait fondamental, c'est de rencontrer ces œuvres dans la trajectoire
de l'existence qui les a portés. Et de là, la volonté d'un côté de publier les œuvres qui font œuvre dans un ordre chronologique, suivant la vie de l'auteur, et d'autre part, l'apparition d'un genre qui est la biographie littéraire. Et si on prend un exemple pour incarner cette idée, c'est-à-dire le lien entre écrire la vie de l'auteur et publier les œuvres selon l'ordre le déroulement de cette existence, le cas de Shakespeare est tout à fait symptomatique, puisque c'est justement à la fin du XVIIIe siècle, avec un éditeur qui s'appelle Edmond Malone, M-A-L-O-N-E, que ces deux opérations vont être associées. Jusqu'à Malone, il n'y a pas de biographie de Shakespeare. Il y a dans l'édition de 1709 de Nicholas Rowe une compilation d'anecdotes fondées plus ou moins sur des traditions orales recueillies à Stratford-upon-Avon. Mais il ne s'agit pas du tout d'une construction d'une biographie. Il s'agit d'anecdotes qui, en général, veulent montrer que la singularité, l'exceptionnalité, la transgression attribuée à Shakespeare. Et certaines de ces anecdotes circulent jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a le passage d'un recueil d'anecdotes à l'écriture d'une biographie fondée par Malone sur la recherche des documents authentiques. Et il avait travaillé dans les archives de Stratford-upon-Avon, les registres paroissiaux, les archives notariales, des archives judiciaires qui permettaient de tracer quelques faits attestés et authentiques de l'existence de Shakespeare. Comme il le dit, une biographie, a life of Shakespeare, basée sur original and authentic documents. Et cette biographie sera publiée en 1821, après la mort de Edmond Malone, par Boswell. Premier élément. Le deuxième élément, du coup, est pour la première fois la volonté de publier les œuvres de Shakespeare dans l'ordre chronologique, ou supposait-elle, de leur écriture. Et non plus, pour la première fois, en se libérant d'un cadre qui a été demeuré depuis 1623, avec quelques petites modifications, mais qui était un cadre générique. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, le folio de 1623 comporte les comedies, histories and tragedies. Donc, indépendamment de l'ordre chronologique d'écriture, il y a une division par genre de théâtraux. Et au XVIIIe siècle, ce sera respecté parfois avec l'introduction de la tragicomédie. Mais toujours un ordre générique qui ne renvoie pas à l'ordre chronologique. Et dans son édition de 1790, Malone aurait voulu le faire, mais ce n'est que plus tard, dans la réédition de 1821, que son désir est suivi par Boswell, qui va pour la première fois publier les œuvres de Shakespeare dans un ordre chronologique, avec une exception que je mentionnais la semaine dernière au séminaire, les histoires, puisque les histoires qui déroulent l'histoire d'Angleterre entre deux extrêmes, le règne de Jean sans peur et le règne de Henri VIII, mais qui en même temps, au milieu de cette longue période, ont un bloc homogène qui va de Richard II jusqu'à Richard III. Ce bloc homogène n'est pas détruit, pas même par Boswell éditant les œuvres de Shakespeare selon la volonté de Malone, comme si dans ce cas-là, que la chronologie des rois, la fonction du théâtre comme une histoire dramatisée, était plus importante que l'ordre d'écriture du poète ou du dramaturge, et donc l'ordre des rois est plus important que l'ordre de l'écriture des pièces qui traitent de ces rois. Puisqu'on sait, je le disais, que les règnes les plus anciens ont été écrits par Shakespeare dans une période postérieure à son écriture des règnes qui les ont, des pièces qui portent sur les règnes qui les ont suivis. Il y a une inversion de la chronologie royale dans la chronologie de l'écriture dramatique.
Donc on a là il y a un double désir, écrire des biographies littéraires qui soient fondées sur des documents authentiques, donc qui ouvrent à ce genre qui est si florissant, la recherche documentaire, et qui devient proliférant lorsque les documents sont de plus en plus nombreux à exister, soit dans les archives littéraires, soit dans les archives tout court. Et de l'autre côté, ce choix possible de publier les œuvres dans l'ordre chronologique, ce qui est le cas, par exemple, dans l'édition de Borges et dans de très nombreuses éditions. Mais la tâche, si elle est, je ne dirais pas facile, au contraire, elle est peut-être très complexe pour les auteurs contemporains, parce que l'abondance des documents est telle que la mise en ordre, la classification, le discernement sont absolument essentiels. Et si par ailleurs on a plusieurs états d'une même œuvre, la question même de la chronologie peut être posée. Quelle chronologie à l'intérieur des différents états conservés d'une même œuvre? Les éditions de Proust seraient, je crois, tout à fait symptomatiques de ce problème. Mais pour les auteurs anciens qui n'ont pas laissé ces traces, la question est très complexe. C'est-à-dire, en quelle mesure peut-on être sûr de la chronologie? Et d'autre part, comment est-ce qu'on écrit une biographie littéraire? Du coup, se trouve inventée là, par Malone, la contradiction ou l'aporie qui va caractériser ces rapports entre l'homme et l'œuvre, c'est-à-dire qu'on comprend l'œuvre à partir des expériences de la vie, mais du coup, si on n'a pas de source, où trouve-t-on ces expériences de la vie? Dans l'œuvre elle-même. Et le cercle se referme sur ces deux exigences qui sont de situer les œuvres à l'intérieur de la trajectoire d'existence et de reconstituer la vie à partir de l'œuvre. Dans un livre magnifique sur Edmond Malone, que Margherita de Grazia avait ainsi écrit, je traduis, la vie passe directement dans l'œuvre qui fait retour dans la vie. Toutes les deux, vie et œuvre, étant situées sur une continuité temporelle unique. À la place d'archives qui n'existent pas, les pièces pour Shakespeare ont été considérées comme des sources premières pour recueillir ou donner des informations sur la vie de Shakespeare pendant ces années à Londres. Le choix de l'ordre chronologique lui-même suggérait qu'il était suffisant de lire avec attention les pièces, comme si elles étaient des documents d'archives, pour comprendre, pour reconstruire la vie de Shakespeare dans sa totalité, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et donc, du coup, on a là un modèle qui, pour tous ces auteurs sans archives, va rester absolument dominant. Et si vous prenez toutes les biographies de Shakespeare, qui ont suivi celle de Malone publiée par Boswell en 1821, vous retrouvez la circularité de l'œuvre considérée comme document, et donc le document servant à reconstruire une vie qui est renvoyé comme condition de possibilité de l'œuvre. Les expériences les plus fondamentales étant situées dans cette sorte de relation dialectique. Ce paradigme est tout à fait essentiel. On le trouverait par exemple dans les biographies les plus récentes. Un exemple symptomatique serait, malheureusement jamais traduit en français, la magnifique biographie de Shakespeare par Stephen Greenblatt, Will in the World, qui est un jeu à la fois sur William dans le monde et la volonté de puissance dans le monde, et qui est une très belle biographie, mais qui évidemment non seulement est obligé de procéder comme je le disais là, c'est-à-dire de reconstruire des expériences qui sont supposées être la condition de possibilité des œuvres à partir des œuvres elles-mêmes, et de l'autre côté, qui dans ce cas-là pose un point encore plus radical de difficulté ou de déséquilibre, parce que Stephen Greenblatt est un des initiateurs, un des fondateurs d'un courant critique qui se
qualifie comme New Historicism, c'est-à-dire qui essaye de penser le processus qui fait que les œuvres esthétiques sont construites à partir d'un déplacement pour produire un effet littéraire de discours ou de pratiques ou d'expériences du monde social. Et le New Historicism est fondé sur cette idée d'une appropriation, déplacement, négociation de discours et de pratiques qui sont ordinaires dans le monde social et qui sont donc connus, partagés par les auteurs et les spectateurs, par les acteurs et leur public, mais transfigurés par la création esthétique qui les redéfinit, resitue, transmue dans un autre registre. Et donc c'est là la base même du New Historicism, et en même temps donc cela s'accompagne par l'idée que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la singularité de l'auteur, si elle existe, est toujours inscrite à l'intérieur d'un modèle collectif où les expériences sont partagées, les lieux communs le sont, justement par définition, les histoires appartiennent à tout le monde et la création est souvent collective et fondée sur la collaboration. Et on voit bien là la tension extrême qui peut être posée lorsque d'un côté on a un paradigme critique qui est fondé sur cette idée finalement de la circulation et de la mise en commun dans l'écriture des textes ou dans les expériences qui les nourrissent. Et puis de l'autre côté, il y a la volonté d'écrire la biographie d'un être singulier qui est fondé, en l'absence de toute archive, sur cette œuvre que l'on a supposément au préalable pensé composée, non pas immédiatement comme une projection des expériences intimes de l'auteur, mais dans ce monde de contraintes et de ressources collectivement partagées. Je pense qu'il y a là une illustration de cette grande difficulté. Ce qui amenait Margherita de Grazia à parler d'une radicale incompatibilité entre, d'un côté, toutes les catégories qui entrent dans une esthétique romantique ou pré-romantique, lorsque l'œuvre est écrite avec la vie, et lorsque l'œuvre est dans son immatérialité rendue visible seulement par ce qu'il y a de plus singulier, c'est-à-dire la main de l'auteur, et d'autre part un régime préalable de circulation et de production textuelle qui ne considérait pas comme premier cette assignation à la singularité individuelle, au moins pensée en des termes de l'intimité de l'expérience. Évidemment, la singularité peut se mettre à l'intérieur du réemploi de formules, de lieux communs, d'histoires employées par d'autres. Et ça ne pas nier l'idée qu'il y a là une invention possible, mais une invention qui est à l'intérieur d'un paradigme dominé par l'imitation ou par la mise en commun ou par le partage. Ce qui amènerait évidemment à penser que nous devons être plus attentifs que souvent nous ne le sommes à cette discontinuité et du coup de réfléchir sur les archives littéraires en pensant aux conditions conceptuelles qui les ont rendues possibles et d'autre part en pensant aussi aux effets rétrospectifs ou rétroactifs que leur existence peut avoir sur la compréhension des œuvres qui leur sont antérieures, mais une compréhension qui doit se garder d'une assimilation ou d'un contresens. Ou en tous les cas, de ce qui pour les historiens est grave, c'est-à-dire la perte de la perception de la différence des temps. Alors, pour conclure, deux sortes de codas ou de notes finales qui prolongeraient cette réflexion d'aujourd'hui, inscrite à l'intérieur de la double référence, vous l'avez vu, à Foucault et à Borges. La première serait d'exploiter cette dernière caractéristique que Foucault reconnaissait à la fonction auteur lorsqu'il écrivait « Elle peut donner lieu simultanément à plusieurs positions sujets que des classes différentes d'individus peuvent venir occuper ». Et alors,
on peut, à partir de là, aller du côté, comme je le disais, des fictions de position auteur dans le texte lui-même. Quel meilleur exemple que Don Quichotte, où la dissémination de la fonction auteur est vertigineuse, dans la mesure où, bien sûr, il y a une fonction auteur qui est occupée sur la page de titre par celui qui a écrit le texte, Cervantes, mais où cette fonction auteur dans le texte lui-même est disséminée, au moins avec trois figures. Il y a la première figure, le premier je de la première phrase, et qui donc est un narrateur qui mène le récit et qui n'est pas identifiable nécessairement avec Cervantes, qui est un narrateur de fiction, qui est une fonction auteur dans le texte, et qui mène le récit jusqu'au chapitre 8, dans le moment où ce narrateur se trouve dépourvu des sources qui lui permettent de continuer le récit, et que, vous vous souvenez peut-être, au chapitre 8, au moment d'une bataille entre Don Quichotte et l'Asturien, qui accompagnait une dame noble, rencontrée par Don Quichotte et considérée par lui comme prisonnière de ses propres domestiques, vus comme de méchants chevaliers, le récit s'interrompt et prend la parole un deuxième jeu, qui est ce jeu du lecteur déçu, comme s'il y avait là un jeu qui pouvait être confondu avec le premier ou qui était différent, et qui est confronté à l'interruption du récit et qui va occuper l'espace du fin du chapitre 8 au début du chapitre 9 à la recherche de la suite des aventures de Don Quichotte. Et c'est ce second jeu, c'est cette seconde position d'auteur qui rencontre à Tolède ce manuscrit de l'historien arabe Sidi Hamete Ben Enkheli qui renoue avec le récit. Il y a un troisième jeu auteur dans le texte qui est cet historiador arabe qui a écrit les aventures de Don Quichotte, mais sans que pour autant, jusqu'à la fin du récit, y compris dans la deuxième partie, que le jeu qui était celui du lecteur déçu en quête de la suite disparaisse. Et vous avez souvent un commentaire par ce second auteur sur le troisième, c'est-à-dire ce qu'a écrit Sidi Hamete Ben Enkheli, attribuant tel ou tel trait à la nation arabe ou à des déformations ou des ignorances de Sidi Hamete. Donc on a une pulvérisation de la position d'auteur, de la position sujet dans le texte et un jeu entre ces auteurs de la fiction et l'auteur tel qu'il est affirmé sur la page de titre et lui-même faisant le lien entre ces deux lorsque dans le prologue il déclare ne pas être le père du livre comme métaphore, image traditionnelle, mais seulement son padrastro, son père adoptif. Et donc il crée le pont entre l'attribution par l'édition et les multiples auteurs du texte dans le texte lui-même. C'est une voie possible, évidemment, qui a pu être développée dans de multiples courants littéraires pour marquer l'opposition ou la tension ou la distinction entre le et les narrateurs d'une part et d'autre part les narrateurs, pardon, et puis d'autre part l'auteur, l'écrivain lui-même. Et une deuxième voie qui m'avait souvent intéressé ici, c'est évidemment la voie de voir dans la pratique même de l'écriture cette pluralité d'écrivains qui se réfèrent à une seule position d'auteur. Et un cas comme celui du théâtre, fondamentalement en Angleterre, mais pas seulement, serait particulièrement spectaculaire, puisque la pratique de l'écriture en collaboration est extrêmement répandue, lorsqu'on en a des traces, comme ce journal d'un entrepreneur de théâtre, Henslow, pour les années 1590-1609, pour 282 pièces qu'il a payées à des auteurs, les 2/3 ont au moins 2 auteurs et souvent plus. Le contraste est très net entre cette réalité de la pratique d'écriture et la fonction auteur sur les pages de titre, puisque jamais dans la même période, ces collaborations telles qu'elles seraient mentionnées sur la page de titre ne dépassent un cinquième
des titres, et c'est exceptionnel, c'est pour la décennie 1600-1609. Pour la décennie précédente, c'est seulement 15%. Donc on a, et avant, c'était 5%. Et après, la période d'Henslow, on va tomber à, après 1610, on tombe à 6%, à 6, puis 9%, puis 2%. Donc il y a comme un grand contraste entre une pratique de l'écriture qui est très largement en collaboration et d'autre part une construction de la fonction auteur qui rechigne à se construire comme étant dédoublée entre deux noms. Et donc la majorité des pages de titre soit ne mentionne aucun nom d'auteur, soit mentionne un seul nom, même si l'œuvre a été écrite en collaboration, et comme on peut le voir pour Shakespeare, même si elle n'a pas été écrite par le nom par celui qui est désigné sur la page de titre comme l'auteur. Il y a donc là une sorte non seulement de mobilité, de variabilité, mais aussi de manipulation du nom propre. S'il fait vendre, on peut l'utiliser pour des œuvres dont il n'est en rien responsable, et sinon l'anonymat peut être tout à fait dominant. On a donc là une réalité qui me paraît tout à fait essentielle et qui a pu créer des débats, mais qui sont assez largement de faux débats. D'un côté, il est évident que les pages de titre cristallisent une fonction auteur, non seulement lorsqu'un auteur devient un argument de vente, c'est le cas de Shakespeare à partir de 1598, mais aussi lorsque, pour certains auteurs, on va rencontrer la possibilité pour eux, leur donner une existence sur les pages de titre, voire même de leur attribuer une série de works qui font œuvre, voire même, y compris pour des auteurs de théâtre, les publier dans un grand format, le plus noble, le plus digne, et avant Shakespeare et avant Ben Jonson. Donc il y a une contradiction qui a pu être parfois une polémique entre des critiques littéraires qui évidemment mettent l'accent sur cette réalité qui est indéniable, qui est le fait qu'il y a des liens qui s'établissent, y compris pour un genre comme le théâtre, dès la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, entre le nom propre, l'œuvre au singulier ou les œuvres qui font une œuvre au pluriel et qui peuvent être données à lire, y compris dans ce format du livre qui était le format de la Bible ou le format des grands poètes ou le format des œuvres du roi, qui était le folio. Donc d'un côté, cette reconnaissance, et de l'autre côté, une autre reconnaissance qui, elle, ne porte pas sur cette construction éditoriale de la fonction auteur occupée par un seul nom, mais qui porte sur l'observation, dans la pratique de composition des textes, sur la pluralité des mains qui sont impliquées dans une même œuvre, et qui fait que pour des auteurs, la collaboration est plus importante que leur écriture propre. Dans les cas de ce registre de Henslow, un auteur comme Dekker est présent pour 45 pièces, 31 sont des collaborations. Et 5 d'ailleurs sont des révisions, puisque l'écriture collective peut être pensée dans la synchronie, c'est-à-dire plusieurs auteurs se mettent ensemble pour écrire une même œuvre, mais elle peut être pensée aussi dans la diachronie, avec la révision, la réactualisation de pièces qui sont déjà là et qui sont ensuite reprises avec des additions ou des suppressions. Le manuscrit de Sir Thomas More que j'évoquais la fois dernière est tout à fait symptomatique de cela. Une pièce révisée au début du XVIIe siècle, alors qu'elle a été écrite dans les années 1500, au début des années 1590. Un autre auteur comme Heywood, 11 pièces payées à lui, enfin, Henslow lui paye 11 pièces et 6 sont en collaboration et une est une addition. On a donc là une tension entre sans doute un mode de production textuelle où la collaboration est, comme dit Jeffrey Maston, prevalent, dominante, et c'est le cas du théâtre, mais on pourrait trouver d'autres exemples en dehors du théâtre, et de l'autre côté, à la même époque, sans doute, l'émergence
d'une première définition de la fonction auteur et qui est largement pris en charge par l'édition, par les libraires qui éditent les livres, à la fois parce qu'ils utilisent des noms propres comme argument de vente, et de l'autre côté, parce que cela leur permet de rendre plus lisible, plus immédiate l'attribution de l'œuvre à un seul nom et non pas ces séries de collaborateurs qui n'apparaissent pas, bon, jamais sur les pages de titre. On a donc là une première possibilité de prolonger cette analyse de Foucault sur la division entre unité de la fonction auteur, pluralité de la position sujet, non seulement dans la fiction, mais aussi dans la pratique d'écriture. La deuxième possibilité, et je vais terminer avec cela, c'est le fait que lorsqu'il insiste sur cette variation de l'attribution de genre, qui peuvent ou non, selon les temps, requérir, exiger l'attribution au nom propre, Foucault dessine une chronologie qui a souvent été reprise au pied de la lettre, qui est peut-être ou au pied de la chronologie, qui est peut-être une erreur, dans la mesure où ce n'est pas son principal intérêt. Le principal intérêt, pour lui, c'est d'établir cette distinction analytique. Et d'ailleurs, pour lutter contre ce qui pouvait, en son temps, être une vision dominante. La mort de l'auteur, il y a un article fameux de Barthes sur la mort de l'auteur, qui consiste, lui, à dire que l'auteur n'étant pas maître du sens, le sens n'est reconstruit que par la position de lecteur. Mais c'est une problématique qui est tout à fait différente de celle de Foucault. Pour Foucault, il n'y a pas du tout de mort de l'auteur. Au contraire, il y a une existence de l'auteur, mais pensée comme une fonction du discours, pas nécessairement pensée comme universelle du fait que tous les textes ont été écrits par quelqu'un. Mais il veut se distinguer de cette idée linguistique, en quelque sorte, où l'auteur est absorbé par le texte et dont le texte dont le sens n'est produit que par le fonctionnement du langage et éventuellement saisi par une position de lecture. Donc la mort de l'auteur pour Barthes était accompagnée de la naissance du lecteur comme maître du sens. Foucault est en dehors de ces problématiques. Ce qui l'intéresse, c'est cette distinction analytique et historique pour penser l'ordre du discours. Et alors, il suggère donc une chronologie qui est la suivante. Il y eut un temps où les textes que nous appellerions littéraires, récits, contes, épopées, tragédies, comédies, étaient reçus, mis en circulation, valorisés, sans que soit posée la question de leur auteur. Leur anonymat ne faisait pas de difficulté. Leur ancienneté, vraie ou supposée, leur était une garantie suffisante. En revanche, les textes que nous dirions maintenant scientifiques, concernant la cosmologie et le ciel, la médecine, les maladies, les sciences naturelles, la géographie, n'étaient reçus au Moyen-Âge et ne portaient une valeur de vérité qu'à la condition d'être marqués du nom de leur auteur. Hippocrate a dit, Pline raconte, n'étaient pas au juste les formules d'un argument d'autorité, c'étaient les indices dont étaient marqués des discours destinés à être reçus comme prouvés. Donc, un point de départ dans lequel les discours qu'on pourrait dire littéraires, il emploie tous les guillemets, puisqu'évidemment, il est très conscient que la littérature, dans ce sens, n'existe pas. Mais enfin, à finalité esthétique, des fables, des fictions, peuvent circuler très normalement dans le régime de l'anonymat, alors que des textes de savoir nécessitent d'être des autorités et donc ont des auteurs. Et pour lui, le renversement, l'inversion de cette distribution, ce qu'il appelle un chiasme, s'est produit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on voit le vague de la chronologie. On a commencé à recevoir les discours scientifiques pour eux-mêmes, dans l'anonymat d'une vérité établie, ou toujours à nouveau démontrable. C'est leur appartenance à un ensemble systématique qui leur donne garantie, et non point la référence à l'individu qui les a produits. La fonction auteur s'efface, le nom de l'inventeur ne servant tout au plus qu'à baptiser un théorème, une proposition, un effet remarquable, une propriété, un corps, un ensemble d'éléments, un syndrome pathologique. Donc pour lui, à cette autorité du discours sur le monde naturel qui supposait le nom propre,
Là, le rapport entre auctoritas et auctor était tout à fait fondamental. Succède une science moderne qui, elle, développe l'authenticité ou la vérificabilité des énoncés par leur compatibilité avec des énoncés déjà là, qui dépouille les noms propres de leur densité d'auteur pour en faire simplement des index pour reconnaître telle ou telle loi, tel ou tel syndrome, mais sans que ce nom propre emporte la construction d'une figure d'auteur qui en elle-même serait la source de l'autorité. L'autorité provient de la compatibilité entre la loi de Joule et les lois de la physique dans lesquelles elle s'insère. Et chiasme parce que les discours littéraires ne peuvent plus être reçus que dotés de la fonction auteur à partir de la même époque. À tout texte de poésie ou de fiction, on demandera d'où il vient, qui l'a écrit, à quelle date, en quelles circonstances ou à partir de quel projet. Le sens qu'on lui accorde, le statut ou la valeur qu'on lui reconnaît dépendent de la manière dont on répond à ces questions. Et si par suite d'un accident ou d'une volonté explicite de l'auteur, il nous parvient dans l'anonymat, le jeu est aussitôt de retrouver l'auteur. L'anonymat littéraire ne nous est pas supportable, nous ne l'acceptons qu'à titre d'énigme. La fonction auteur joue à plein de nos jours pour les œuvres littéraires. Et donc on voit cette inversion qui fait que lorsqu'il y a pseudonyme, lorsqu'il y a anonymat, il y a recherche du nom propre qui est derrière, c'est-à-dire de l'auteur qui est le responsable de ce texte qui apparaît déguisé, voilé, sans nom ou avec un autre nom. Alors cette chronologie est intéressante parce que, même si elle est faillible, elle est intéressante parce qu'on a souvent réduit l'idée de l'émergence de la fonction auteur à les deux dispositifs que j'ai évoqués tout à l'heure. D'un côté, le droit, le copyright, la propriété des auteurs sur leurs textes, et de l'autre côté, la censure, la répression, la condamnation de la transgression. Si on pense à la première donnée, on est ramené évidemment au XVIIIe siècle, et si on pense à la seconde, on est amené à ces censures d'État et d'Église qui, au XVIe, XVIIe siècle, entre les index et les dispositifs du droit, de la loi, ont pu justement faire du nom d'auteur à la cible de la répression et la nécessité de la publication. Mais on voit qu'avec cette perspective, Foucault pense aussi qu'à l'époque médiévale, antérieurement à ce XVIIe, XVIIIe siècle, le nom d'auteur existe, mais il existe dans le cas des énoncés sur le monde naturel qui ont autorité parce qu'ils sont référés au nom d'une autorité, Pline, Hippocrate, Aristote, etc. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, faillible, parce que évidemment on peut penser, il y a l'inversion de l'inversion, c'est-à-dire que le chiasme que met en place Foucault se heurte d'un côté à la présence du nom propre comme centrale dans la révolution scientifique. Lorsqu'il dit XVIIe, XVIIIe siècle, il pense implicitement à la révolution scientifique du XVIIe siècle, c'est-à-dire d'un côté le monde écrit en langage géométrique et donc le paradigme galiléen, ou bien que la science expérimentale telle qu'elle est développée en Angleterre par la Royal Society. Donc il y a là un bouleversement du savoir sur le monde naturel, mais il n'entraîne pas pour autant la disparition du nom propre. Et durablement, l'authenticité, l'accréditation d'une expérience ou d'une découverte vont être liées au nom propre. Où Foucault a raison, c'est que ce n'est pas nécessairement le nom propre de l'inventeur ou du découvreur, mais le nom propre de qui certifie la réalité, la vérité, l'authenticité de l'expérience ou de la découverte, c'est-à-dire le prince, les aristocrates, ceux dont la parole ne peut pas être mise en doute dans la mesure où elle n'est pas liée à des intérêts économiques. Et pour l'histoire des sciences, la plus contemporaine, travaillant sur la révolution scientifique, c'est là un point tout à fait essentiel, c'est-à-dire le maintien de la puissance du nom propre comme garantie d'authentification, et ce n'est que progressivement que l'authentification étant déléguée de plus en plus à la mesure, à des instruments, cet effacement du nom propre qui atteste va s'opérer. Et effectivement, pour arriver à la situation dont parle Foucault, où le nom propre de l'inventeur n'est qu'un repère
pour désigner une loi ou un syndrome ou un symptôme, et d'autre part, les noms propres des garants ne sont plus nécessaires. Mais la première révolution scientifique est obsédée, hantée par la présence du nom propre. Ça se voit par exemple dans les dédicaces. La dédicace du Sidereus Nuncius de Galilée au prince Medici fait que Medici était le possesseur ou l'inventeur ou le premier auteur de la découverte, puisque les astres médicéens, les étoiles médicéennes, qui sont une des découvertes du Sidereus Nuncius, ainsi baptisées, appartenaient depuis toujours à la famille des Médicis. Donc la dédicace peut être un élément de une expression de cette attribution, et d'autre part, toutes les expériences, dans le cadre anglais, qui sont faites dans des palais aristocratiques et dans beaucoup d'autres cas en présence du roi, relèvent de cette idée selon laquelle c'est la parole d'autorité qui certifie l'expérience. Donc Foucault va vite dans son annulation du nom propre dans la Révolution scientifique. Et on pourrait d'ailleurs dire qu'à l'époque médiévale, un ensemble d'autres savoirs sur le monde naturel peut avoir circulé tout à fait sous la modalité de l'anonymat. Par exemple, les recueils des métiers. Il y a une littérature des professionnels, techniques, qui est celle des artisans, les Kunstbüchlein en Allemagne, qui sont des textes non assignés à un nom propre particulier, mais qui en même temps développent un savoir sur les phénomènes du monde naturel. On voit donc la fragilité, en même temps la force de la suggestion. Et inversement, on pourrait dire évidemment que pour les textes que nous appellerions, que nous appelons littéraires, effectivement, c'est une vision un peu réductrice de penser qu'avant le XVIIe au XVIIIe siècle, le régime de l'anonymat est le régime unique, dominant, prévalent de la circulation des textes. Les attributions de noms propres sont fondamentales, et comme j'essayais de le montrer, d'une manière aussi liée avec la publicité dans le commerce de la librairie, alors qu'à l'inverse, à partir de la période dont parle Foucault, XVIIe, XVIIIe siècle, reste importante, au moins pour le XVIIe siècle, ces genres où le nom propre des auteurs est effacé. C'est le fondement même, ce serait un élément pour la semaine prochaine, des anthologies ou des recueils de lieux communs. Si les lieux communs le sont, c'est parce qu'ils peuvent être détachés non seulement de l'œuvre dans laquelle on les rencontre, mais parce qu'ils peuvent être détachés aussi des circonstances. Parmi les circonstances, un nom d'auteur. Ça ne veut pas dire que tous les recueils de lieux communs suppriment l'attribution de la citation au nom propre, mais ça veut dire que c'est le cas de certain nombre d'entre eux, et donc du coup qui font basculer dans le régime, sinon de l'anonymat, mais disons d'un usage commun des citations qui sont séparées de qui les a énoncées. Et donc on voit, juste pour montrer comment, je termine avec ça, juste pour montrer comment, avec deux remarques, l'une qui est de montrer comment une proposition comme celle de Foucault peut à la fois être respectée dans sa puissance analytique et peut donner lieu à de multiples corrections, nuances, analyses lorsqu'on la rabat ou on la rapporte à des réalités plus spécifiques. C'est donc pas du tout la question de récuser ou pas récuser, c'est la question de rendre opératoire, quitte à en modifier les dessins, des propositions théoriques fortes. Et le deuxième élément, me semble-t-il, qui nous permet de conclure, c'est que dans la perspective qui est celle ouverte par Foucault, une donnée importante qui n'a peut-être pas pris en compte, c'est la trajectoire qui fait déplacer sur des auteurs contemporains des différentes périodes, la définition d'autorité qui était liée avec les auteurs de la tradition classique ou de la tradition chrétienne. Et une des caractéristiques fondamentales qu'elle s'exprime à travers
le droit d'auteur, à travers la répression des auteurs interdits, ou avec la construction de la figure d'auteur, c'est justement de doter des auteurs qui sont des contemporains, qui écrivent dans des langues vernaculaires et dans des genres qui seraient ceux de séculiers, d'une autorité qui avait été constituée fondamentalement autour des auteurs de la tradition classique, récupérés par le retour des classiques à partir de la Renaissance, voire auparavant, et d'autre part qui était celle des auteurs de la tradition chrétienne, les pères de l'Église. Et là, on retrouverait le jeu entre auteur et autorité, et cette autorité étant déplacée de ces deux répertoires, classiques les chrétiens, vers des auteurs qui vont être ceux qui cristallise au XVIIIe siècle ce que Paul Bénichou avait désigné comme le sacre de l'écrivain, et on pourrait dire l'invention de la littérature. Bien, nous pouvons en rester là et continuer pour l'une des dernières, enfin pas les dernières, mais enfin la semaine prochaine, poursuivre cette analyse de qu'est-ce qu'un livre, qu'est-ce qu'un auteur, autour de ce thème esquissé aujourd'hui de la dissémination et du rassemblement. Qu'est-ce qui fait œuvre et comment circulent les textes. Merci.